Bonjour à tous d'abord et bonjour à ce premier webinaire qu'on a organisé au niveau de la Fondation Filaha. Le groupe de réflexion et lance bien sûr pour la première fois une série de webinaires dus au contexte actuel de la crise sanitaire, que vous savez tous. Notre groupe de réflexion se basant sur les enseignements et les différentes expériences de l'organisation depuis une dizaine d'années de forums dans différentes filières agricoles, s'investit dans les nouvelles technologies, et ceci afin de soutenir, bien sûr, la politique agricole de notre pays, d'échanger avec les acteurs pour une relance de l'agriculture saharienne, d'où le thème principal de ce nouveau webinaire, vers une relance de l'agriculture saharienne, quelle opportunité d'investissement. En effet, le groupe de réflexion a élaboré un mémorandum sur le rôle de l'agriculture saharienne dans la sécurité alimentaire en Algérie et qui a été élaboré dans le cadre de ses activités habituelles d'analyse, de suivi de la situation économique du secteur agricole et rural. Le groupe de réflexion Filaha s'est penché depuis plusieurs mois sur l'état des lieux de l'agriculture saharienne et de ses conditions de relance à la lumière notamment du programme initié par le gouvernement depuis près d'une année pour cette vaste région qui est le Sahara. C'est ainsi que ce groupe a abordé principalement le contexte économique national marqué par non seulement la pandémie du Covid-19 qui est en cours, mais également par la chute drastique du prix du pétrole et des hydrocarbures depuis 2014. Donc ce mémorandum a succinctement approché l'état des lieux de l'agriculture saharienne avec ses forces, ses faiblesses, mais surtout les conditions de sa relance dans le cadre du changement climatique et du développement durable. Enfin, des recommandations basées sur le retour d'expérience de près d'un demi-siècle de pratiques agricoles dans cette région qui sont proposées, ainsi que des mesures d'accompagnement indispensables à la relance de l'agriculture dans cette région. Alors, quelques points sur les objectifs de ce webinaire, qui est le premier, on essaye d'aller dans les fonds des choses dans différents points, comme le décryptage de la feuille de route du ministère de l'Agriculture concernant le développement des cultures industrielles dans le Sud et le développement de l'agro-industrie. Un point, c'est aussi appréhender les synergies et partenariats à développer entre les acteurs publics et privés, identifier les cultures stratégiques pertinentes à cultiver dans le Sud, identifier les modèles d'exploitation intégrés performants à adopter, mettre en exergue les pistes et les créneaux d'investissement des filières susceptibles d'être développées au Sud. Les experts qui sont invités aujourd'hui à ce nouveau webinaire traiteront ces points et pour ainsi dévoiler les perspectives de développement et des recommandations dans le but de corriger les erreurs passées et d'apporter aux entreprises et aux investisseurs des réponses concrètes pour améliorer leur environnement d'affaires, d'où la thématique vers la relance de l'agriculture saharienne, quelle opportunité d'investissement. Alors, parmi les panélistes, nous avons aujourd'hui, je vais aller très rapidement présenter le programme d'aujourd'hui, nous avons des panélistes et nous avons des intervenants. Comme panéliste, M. Idir Baïs, agroéconomiste, ancien directeur central du ministère de l'Agriculture, consultant de la FAO, UNIDI et la BAD, membre du GRFI, va nous traiter sur le retour d'expérience et relance de l'agriculture dans les régions sahariennes, quelle alternative. Un intervenant, chaque panéliste a un intervenant, c'est M. Hadj Baïs Hadj Hanni Mohamed qui va intervenir, qui est, lui, conseil expert en organisation et en système agricole. La deuxième panéliste, c'est M. Omar Bessaoud. M. Omar Bessaoud, qui est spécialiste des politiques publiques, agricoles et rurales des pays méditerranéens, et aussi administrateur scientifique principal du CIHAM à Montpellier, va nous traiter du système oasien et des voies possibles de son renouveau. Et comme intervenant, après M. Bessaoud, nous avons Mohamed Bouchentouf. Mohamed Bouchentouf est spécialiste en agroécologie, gérant de la ferme La Clé des Oasis de Timimou.
Le troisième panéliste, c'était donc M. Abdelhamid Soukhal, malheureusement, qui ne sera pas présent. Et sa thématique était tellement importante sur l'importance des cultures fourragères intensives sahariennes pour la production animale en Algérie. C'est un travail qui a été élaboré dans le cadre du mémorandum sur l'agriculture saharienne qu'on a remis aux autorités institutionnelles de l'Algérie et qui sera présenté par une partie, donc, une synthèse par M. Idir Baïs et M. Hadjani, et aussi M. Nourdine Bakalem qui est présent avec nous aussi, parce qu'ils ont fait partie de ce groupe de travail sur le mémorandum. Malheureusement, comme je vous ai dit, M. Soukhal étant malheureusement confiné, il n'a pas pu nous rejoindre. Intervenant juste après cette communication sur culture fourragère, M. Abdallah Kemassi, enseignant-chercheur à Ecosis à l'université de Ouargla. Le quatrième intervenant, donc, c'est le professeur Al-Sri Maklish, ici présents tous, donc spécialiste en céréaliculture, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie, qui va traiter la leçon des premières fermes pilotes agricoles algériennes dans le Sahara. Et juste après, le professeur Ben Salah Mohamed Kamal, chercheur et responsable des relations extérieures au Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, le CRSTRA de Biskra. Un autre intervenant qui a été inscrit à la dernière minute, mais dont le sujet est très important, c'est celui de M. Brahim Zitouni, industriel, investisseur, directeur général de Nakhil El Jazair Company, qui va parler de l'organisation de l'agriculture dans le Sahara par intégration et substitution, offre une perspective particulièrement bien adaptée aux conditions semi-désertiques et aux économies rentières qui caractérisent le mandat. Et puis, à la fin, on aura une séance de questions-réponses. Questions-réponses sélectionnées suivant bien sûr les thématiques. Ils sont recueillis dans l'onglet QR que vous avez dans votre ordinateur ou votre portable, de la plateforme Webinar et aussi par les participants inscrits sur Zoom et la page Facebook de Filaha Innov. Et puis, on fera la clôture, j'espère, vers 16h. Comme on a pris du retard, ça va être 16h30. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au premier donc, panéliste, qui est monsieur Idir Baïs, agroéconomiste, qui va nous parler du retour d'expérience et relance de l'agriculture dans la région saharienne. Quelle initiative, quelle alternative? À vous, monsieur Baïs. Merci, merci Amine. Je ne sais pas si vous m'entendez. En vous entendant très bien. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous présenter donc ma communication qui s'intitule Retour d'expérience et relance de l'agriculture dans les régions sahariennes. Quelle alternative? En fait, comme vient de le souligner Amine, on a beaucoup travaillé sur la relance de l'agriculture saharienne depuis pratiquement le début du Covid, qui nous a rendu beaucoup plus studieux que nous y étions. Donc, on a un groupe d'experts, d'anciens administrateurs, responsables, chercheurs, collègues du terrain, beaucoup discuté sur cette relance. Aussi, mon exposé se fera en 3 parties. Donc, un retour d'expérience sur l'agriculture saharienne, parce qu'il est bon de faire un petit bilan, un état des lieux, un peu rapidement, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'aller dans l'exhaustivité, puisque mes collègues sûrement me compléteront sur différents sujets, notamment sur les oasis et sur la céréaliculture, parce que les collègues vont intervenir là-dessus. Je présenterai aussi après, en deuxième partie, très rapidement et très brièvement, la feuille de route du secteur agricole 2020-2024. Là aussi, ça va être vraiment très, très concis, très, très succinct, parce qu'il faudrait pratiquement une séance complète pour développer l'ensemble des programmes qui constituent cette feuille de route. Et enfin, je terminerai par présenter l'alternative, ce que nous pensons, j'allais dire, faisable, raisonnable au niveau des régions sahariennes, avec quelques pistes d'action relativement concrètes
pour faire ce développement. Alors, pour la première partie, donc, très succinctement, on dira qu'il y a eu énormément d'expériences dans le sud du pays depuis ces 50, 60 dernières années. J'allais dire entre Algériens, mais aussi avec des partenaires étrangers. Il y a eu des Américains, j'allais dire au début de l'expérience et même vers la fin sur la céréaliculture, sur l'élevage, sur le maraîchage, etc. Mais bon, force est de constater que même si au départ les rendements étaient assez mirobolants, assez élevés, très vite on a vu une décroissance et son corollaire, j'allais dire quasiment une utilisation pas très rationnelle des ressources naturelles et par conséquent, donc, il y a eu pas mal d'échecs. Néanmoins, il faut quand même dire que les régions sahariennes contribuent de plus en plus à approvisionner les métropoles du nord du pays. Au jour d'aujourd'hui, on estime à peu près à 17% la contribution des régions du sud au produit intérieur brut agricole. Et comme vous le savez, hein, pour les gens en tout cas qui font leur marché, hein, on a de plus en plus de produits, de pommes de terre, de ouatsouf, tomates, poivrons, etc., de biskra. On a aussi la production laitière qui est très bien développée au niveau de Ardaya, etc., etc. Donc, malgré, j'allais dire, ces échecs, malgré ces tâtonnements, malgré toutes ces contraintes que les collègues peut-être développeront, moi j'en développerai une partie aussi, il y a eu quand même une augmentation de la production agricole dans ces régions. Alors, parmi les contraintes, j'allais dire, même un peu les déviations, les travers qui ont été constatés sur les terrains, il y a un premier qui nous a semblé important, qui est plus d'aspect sociologique que technique en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle une dualité. Il y a une certaine dualité sociale d'abord, notamment au niveau des programmes de l'APFA et même par la suite au niveau du programme concession, une dualité sociale entre le petit agriculteur oisien, familial, de subsistance, sinon disons plutôt de production alimentaire par rapport aux grands entrepreneurs qui avaient de vastes espaces, de vastes superficies. Et par conséquent, dans le sud, quand on dit vaste superficie, automatiquement, vous avez la ressource en eau aussi qui est proportionnelle. En même temps, cette dualité est aussi économique, parce que quand on fait un peu une revue des investissements agricoles des 3-4 dernières décennies, on constate que beaucoup d'investissements sont allés à l'agriculture, disons, entrepreneuriale, parce que, bon, c'est une entreprise, ouais, c'est quelque part une entreprise, hein, puisque l'agriculture d'entreprise très budgétivore, donc beaucoup d'investissements sont allés pour les forages, pour les pistes, pour l'électrification, etc. Alors qu'à côté, les oasis, effectivement, n'ont pas eu de gros budget, si ce n'est des réfections de séguia ou de fogara, des plantations aussi de palmiers dattiers, des traitements aussi de ces mêmes palmiers, mais comme on dit, il n'y a pas photo. Il y a aussi l'aspect environnemental, hein, une dualité environnementale, notamment lorsque vous avez des grands périmètres à proximité des oasis. Là, il y a une concurrence, j'allais dire même une dualité, un conflit, parfois des conflits d'usage même sur la ressource en eau, parce que d'un côté, vous avez une utilisation pacrimonieuse au niveau des oasis et de l'autre côté, c'est une utilisation, j'allais dire, un peu moins rationnelle quand ces deux types d'exploitation sont de proximité. Un autre aspect aussi sur lequel, bien sûr, il faut beaucoup insister, c'est la ressource en eau, bien sûr, ça, j'allais dire, c'est presque une lapalissade. Alors, les études montrent, notamment celle de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, une surexploitation des formations du système aquifère du Sahara septentrional, avec les deux nappes. Donc, ils sont affichés sur l'écran. Il y a une petite carte là sur le complexe terminal et le continental intercalaire. C'est des sources, c'est vrai, qui sont relativement abondantes, mais très peu renouvelables. On donne
pour les 3 pays. Donc, l'ensemble de ce que vous voyez sur la carte, et 1 milliard de mètres cubes qui est renouvelable. Tout le reste n'est pas renouvelable. Par rapport à cela aussi, à cette surexploitation, il y a eu énormément d'effets pervers, j'allais dire, sur la ressource en eau. Donc, pratiquement la disparition de l'artésianisme, ça n'existe plus, les hauteurs de pompage excessives, une salinisation des eaux, et on verra tout à l'heure qu'il y a une forte corrélation entre les prélèvements et la salinité des eaux, le tarissement des exutoires et au niveau, j'allais dire, voisinage, une forte interférence entre pays, donc les 3 pays qui sont l'Algérie, la Tunisie et la Libye. En termes de rabattement de nappes, le diagnostic est assez affolant dans certaines régions, puisque sur le continental intercalaire, toujours les sources de l'OSS, en fait, encore, c'est des sources qui datent de 2015. La situation peut-être est encore plus grave au jour d'aujourd'hui. Un rabattement qui peut aller jusqu'à 140 mètres, c'est le maximum que j'ai pu constater dans la littérature, dans les régions de Biskra, Tourga, Hassim Saoud. Toujours sur le continental intercalaire, des rabattements un peu moins importants, mais significatifs quand même, de 60 à 100 mètres dans le triangle El Oued Ardaya Ouergla. Sur le complexe terminal, les rabattements sont moins importants, mais ils sont quand même de l'ordre de 20 à 40 mètres sur l'axe El Oued Ouergla. En termes de salinisation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est lié. Sur la salinité, oui, là, on constate qu'elle passe de 1,2 grammes par litre entre 1950 et 2012. Donc, en 60 ans, vous avez 1 à 2 grammes de plus dans la zone du triangle El Oued, Ardaya, Hassim Saoud. Sur le complexe terminal, c'est moins prononcé, c'est moins de 2 grammes par litre dans la moitié du Grand Erg oriental et sur les pentes du Mzab et le nord de Ouergla. Mais le maximum est à Hassim Saoud, notamment du côté de Ouadmia, à Ouergla, avec 4 grammes par litre et même jusqu'à 9 grammes sur l'axe sud, Hassim Saoud, Nord-Chot Melhir. Donc ça va de Hassim Saoud pratiquement jusqu'au nord-ouest de la vallée de l'Ouadrir. En termes de minéralisation aussi, plus de 5 grammes par litre dans la partie nord-ouest, Ouadrir, Mriya, Jema'a, on est toujours dans la vallée de Ouadrir, et également entre Ouergla, Tougout, axé sur l'Hadjira, pour ceux qui connaissent. Enfin, ce que je disais tout à l'heure aussi, qui est très, très important à prendre en considération, c'est cette corrélation entre l'augmentation de la profondeur de forage et la salinité. Là, si on superpose les cartes au niveau du triangle El Oued, Ardaya, Hassim Saoud, on constate que pour un rabattement de 100 mètres, on a une augmentation de la salinité d'1 gramme par litre. Donc, plus vous pompez et plus vous avez de la salinité qui augmente. Pour le complexe terminal aussi, dans la région d'El Oued, Ardaya, pareil, rabattement entre 20 et 40 mètres, ça coïncide avec une augmentation de la salinité de 0,5 à 2 grammes par litre, ce qui n'est pas rien. Enfin, pour la zone de Hassim Saoud, on avait dit tout à l'heure, c'est 4 à 5 grammes par litre pour des rabattements de seulement 15 mètres. Donc là, c'est vraiment la zone où il faut le moins forêt possible. En conclusion, donc, disparition de l'artésianisme et multiplication inconsidérée des forages, des forages de plus en plus coûteux à réaliser à cause de l'augmentation de la profondeur, parce qu'à chaque fois, il faut forer plus bas, et ça coûte de l'argent, comme vous le savez. Des prélèvements de plus importants en eau facturée, absence de compteur non facturé, pardon, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais l'ensemble des exploitations agricoles dans le sud n'ont pas de compteur d'eau. L'eau n'est pas facturée. Il y a juste les grands consommateurs, comme l'appelle le ministère des Ressources en eau, c'est-à-dire Sonatrach, les entreprises des mines, etc., pour lesquelles on facture l'eau. Avec une surutilisation de l'énergie fossile, bien entendu, il faut du mazout ou de l'électricité pour pomper l'eau. C'est une eau, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, non renouvelable ou faiblement renouvelable et carbonée aussi.
puisque même l'électricité, en fait, on l'obtient à partir du gaz. Donc, vous avez des gaz à effet de serre qui augmentent dans le pays. Et pareil, l'énergie aussi, comme vous le savez, c'est un ingrédient qui est fortement soutenu. Des rabattements de nappes pouvant atteindre 140 mètres, je l'avais dit tout à l'heure, une salinisation de l'eau corrélée à l'intensité des prélèvements. Plus vous prélevez, plus il y a une salinité des sols. Une pollution aussi des canaux de drainage et d'irrigation. Ça, c'est un phénomène périurbain, disons. On l'a constaté notamment du côté de la vallée de l'Ouadrire, où on a carrément des eaux domestiques qui se versent dans les canaux de drainage. Sur les autres aspects aussi, les contraintes qui ont été constatées aussi sont aussi importantes, mais l'eau est plus déterminante. Donc, on a un déficit très important en termes de collecte, de commercialisation et de stockage sous froid, première transformation, plateforme logistique. D'ailleurs, beaucoup de produits ont été produits, j'allais dire, dans le sud et il n'y a pas eu de mise en marché. Parfois, vous voyez ça à travers la presse, des gens qui produisent, mais qui se plaignent qu'il n'y ait pas de transport, de commercialisation pour valoriser ces productions. Un déficit aussi en termes de formation professionnelle, d'apprentissage dans les techniques d'agriculture saharienne et agro-industrie. En fait, on a très peu de gens spécialisés dans l'agriculture saharienne et encore moins dans l'agro-industrie, puisque le programme du gouvernement prévoit beaucoup de développement des cultures industrielles. Peu ou pas de fermes semencières, de démonstration et d'apprentissage agricole et agroalimentaire. Là aussi, si on veut développer des programmes, il va falloir former des gens, mettre en place des fermes semencières. Ce n'est pas du Nord qu'on va transporter, même si on le voulait. Beaucoup de cultures nouvelles vont être développées sur place, donc il faut quand même anticiper. Enfin, peu de coopératives de services, encore moins d'épargne et de crédit ou de groupements d'intérêts économiques pour mutualiser et fédérer les petites et moyennes exploitations agricoles qui ont besoin de ça, parce que les centres de services, les centres d'approvisionnement sont très très loin et il faut absolument trouver des solutions sur place. Deux mots sur la feuille de route donc, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a été approuvée donc, ça fait quelques mois, le 26 juillet, me semble-t-il, en Conseil des ministres. Pour la partie agriculture saharienne, elle est surtout axée sur un programme de substitution des importations des produits agricoles les plus importants, ceux que j'appelle les principaux produits qui crèvent à peu près à concurrence de 70%, financièrement, s'entend. La facture des importations agricoles, donc c'est les huiles végétales, soja, tournesol, sucre, blé tendre, lait, maïs, ainsi que le tourteau de soja. Pour se faire une idée un peu de cette facture en termes physiques et financiers, ça représentait en 2017 22 millions de tonnes d'importation des produits que j'ai cités tantôt, pour un montant de 10 milliards de dollars, soit à peu près un cinquième des importations totales, dont à peu près 7,6 de produits alimentaires et 2,7 de produits non alimentaires. Dans le non alimentaire, en fait, il y a surtout le maïs et le tourteau de soja qui sont destinés à la production animale. En termes d'objectifs fixés dans cette feuille de route, pour faire un peu bref, il vise une réduction des importations en 2024 d'un montant financier de 2,5 milliards de dollars pour un volume approximatif de 5 millions de tonnes, parce qu'en fait, il y a des productions végétales, il y a du lait, etc., etc. Donc, voilà un peu l'objectif qui a été fixé dans cette feuille de route du ministère de l'Agriculture. Maintenant, en termes d'alternatives, puisqu'on a parlé un peu du retour d'expérience, des contraintes, des expériences, de tout ce qui s'est passé pratiquement ces 4 ou 5 décennies, mais qu'est-ce qu'on fait, j'allais dire? Est-ce qu'on reste à observer ou alors on doit intervenir? Et si on intervient, dans quel sens on va intervenir? C'est là où nous proposons, nous, une alternative que
j'ai qualifié d'alternatif, une alternative. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un système entrepreneurial qui consomme de vastes espaces, qui est budgétivore et qui gaspille les ressources naturelles. Et de l'autre côté, on a un système strict d'agriculture de conservation. Là, je peux parler des oasis, mais qui ne comprend pas les besoins qui ne prend pas en charge, les besoins de la population, dont une partie conséquente, ça vous le savez tous, provient des marchés extérieurs, puisque je viens de citer le chiffre d'environ, entre l'alimentaire et le non alimentaire, de 10 milliards de dollars. Alors nous, on est pour un modèle d'équilibre et consensuel basé sur une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles non renouvelables, mais en même temps la prise en compte des besoins alimentaires, des produits notamment en produits de large de consommation, puisque vous savez, au jour d'aujourd'hui, on est 45 millions d'habitants. En 2020, c'est 45 millions d'habitants. Mais ce modèle, nous le considérons et nous le préconisons aussi focalisé spécialement sur les petites et moyennes exploitations agricoles, qui, de notre point de vue, doivent être priorisées dans l'octroi des concessions dans le sud du pays pour l'installation de jeunes agriculteurs diplômés, dont une grande proportion est au chômage. Comme vous le savez, le chômage des jeunes, notamment des diplômés, est plus du double que celui de la population active, tout âge et tout diplôme confondu. Ainsi, nous considérons que la relance de l'agriculture dans les zones sahariennes est aussi une opportunité à saisir pour compenser l'abandon à terme de vastes zones des hauts plateaux, notamment à l'ouest du pays, c'est-à-dire les hauts plateaux de l'ouest du pays, sur lesquels il y a énormément de vulnérabilité par rapport au changement climatique. Il n'y a pas eu d'études précises à ce sujet, malheureusement, il serait pourtant temps de le faire, mais si on fait comparaison n'est pas raison, mais bon, il faut voir ce qui se passe chez nos voisins marocains, ils se rendent compte qu'en définitive, une très grande partie de la céréaliculture va remonter vers le nord du pays, y compris vers les montagnes du nord marocain. Donc, le développement des zones sahariennes peuvent compenser en partie cette désertification, j'allais dire, future désertification. Je parle à des horizons de 2050-2090, une véritable désertification des hauts plateaux de l'ouest du pays. En termes d'approche aussi, nous pensons que l'approche ne doit pas être directement focalisée sur les régions sahariennes. Il faut une approche holistique, globale, mais en même temps systémique. Globale parce que, comme vous le savez, traditionnellement en Algérie, il y a beaucoup de complémentarité entre le nord et le sud du pays. Ça a existé depuis toujours, hein, les fameuses Achaba, Azaba, etc., que tout le monde connaît. Donc, il faut le Sahara soit pris dans l'ensemble national, non pas comme une entité à part, mais d'une entité complémentaire par l'ensemble national. En même temps, le Sahara n'est pas homogène. Il y a des régions spécifiques avec des systèmes de production spécifiques, avec des systèmes d'irrigation spécifiques, avec des ressources qui sont abondantes ou pas abondantes spécifiques, sociologiquement, culturellement. Il y a énormément de différences et je cite un certain nombre de régions, pardon, pour ce faire, Saoura, Touad, Gourara, Tidikelt, etc., etc. D'autre part, il faut, à mon avis, quand on développe un programme de développement, considérer, traiter les trois espaces, les trois principaux espaces des régions sahariennes, à savoir l'espace oasien et péri-oasien, qui, comme tout le monde le sait, est un modèle unique en matière de gestion, de durabilité des ressources, de synergie entre le végétal, l'animal et l'homme, etc., mais qui, au jour d'aujourd'hui, je dis qu'il se trouve ballotté aujourd'hui entre pérennité et abandon. Il faudrait pratiquement un plan Marshall, à mon avis, mon ami Omar en dira plus là-dessus, un véritable plan Marshall pour réhabiliter, réaménager
ces oasis parce qu'elles ont beaucoup souffert aussi bien de la croissance démographique que de l'urbanisation, pour ne parler que de ces deux indicateurs. La grande mise en valeur de l'agriculture entrepreneuriale, qui occupe de grands espaces et qui souvent gaspille les ressources naturelles, je l'ai déjà évoqué. Un troisième espace qui est important, dont on parle très peu, c'est les parcours sahariens et pré-sahariens, qui recouvrent de très vastes espaces pastoraux et qui constituent une ressource fourragère spontanée inestimable pour les différents élevages parcourants, parce qu'il y a quand même pas mal d'élevages au niveau des régions du Sud, notamment le camelin, l'ovin et le caprin. Enfin, sur l'eau. Sur l'eau, je pense qu'il faut absolument qu'on revoie fondamentalement la gouvernance de l'eau agricole et qu'on puisse la moderniser, la mettre à jour et travailler selon les avancées scientifiques et techniques qu'il y a eu ces dernières décennies. Je pense que l'eau agricole doit dorénavant être abordée en termes de durabilité, d'efficacité, de productivité et même de comptabilité. Beaucoup de pays utilisent la comptabilité pour les ressources en eau en faisant des espèces de bilans, en fait, ressources-emploi. Parce qu'on ne va pas importer de l'eau, il faut travailler avec la ressource qui existe. Dans ce cadre, il y a des approches intégrées, notamment par province hydrogéologique, qui peuvent se faire puisque nous avons les instruments. Je dis dans le cadre des agences de bassins hydrographiques, ils existent, ces ABS existent, il y en a, je crois, 6 à l'échelle nationale, dont une au niveau du Sahara et qui est gérée par l'AGIR, qui dépend du ministère des Ressources en eau, parce qu'il faut responsabiliser, contractualiser les relations entre les différents acteurs au niveau local. Il faut que les acteurs discutent entre eux sur l'utilisation de l'eau de façon à les responsabiliser. Améliorer la piézométrie existante, parce que souvent on ne connaît pas très bien la ressource d'une façon précise, régulière, etc. etc. Donc la piézométrie doit être améliorée. L'application de sévères sanctions à l'encontre des propriétaires de forages illicites. Les forages illicites sont devenus ces dernières années un sport national. Il y a de plus en plus de forages illicites, aussi bien au nord, au sud, sur les hauts plateaux, énormément de forages illicites. Donc il faut absolument trouver des solutions. Installer des compteurs d'eau, j'allais dire, c'est le moins qu'on puisse dire pour le contrôle et le suivi au niveau des prélèvements. Il y a des prélèvements, mais au niveau des ressources souterraines, on n'a aucun chiffre précis à ce niveau-là. L'obligation aussi d'installer des équipements d'irrigation certifiés économiseurs d'eau. Le sud du pays est au moins à 5 ou 6 points inférieur à la moyenne nationale en matière d'équipement de systèmes d'irrigation. Alors que c'est là où on a les doses les plus importantes. Dans le nord, vous êtes à 6 000 mètres cubes. Dans le sud, vous pouvez être à 15 000 jusqu'à 20 000 mètres cubes à l'hectare. Donc, vous pouvez imaginer le gaspillage. Enfin, plus globalement, une réforme plus importante, mais il faudra y aller, c'est revoir la tarification de l'eau et de l'énergie en se basant sur un scoring qui intégrerait, par exemple, les indicateurs de durabilité, d'efficacité et de productivité. Enfin, et je termine je pense pour l'aspect eau, l'utilisation de l'eau doit être aussi intégrée dans les mesures d'adaptation et d'atténuation contenues dans le plan national du climat 2019. Nous avons eu des engagements à la conférence climat de Paris de 2015. On a pris un certain nombre d'engagements de réduction des gaz à effet de serre, de 7%, je crois, sur les ressources nationales et 22% conditionnés par un apport de technologies étrangères et de financement étranger. Donc, nous devons tenir nos engagements. Et là, l'opportunité nous est offerte de rendre un petit peu l'usage de l'eau plus économique tout en protégeant la planète. Là aussi, toujours la mutualisation des petites et moyennes exploitations agricoles. Vous remarquerez que j'insiste beaucoup sur les petites et moyennes exploitations agricoles sous les formes de coopératives et groupements d'intérêt. La loi d'orientation agricole de 2008 en parle beaucoup et je pense qu'on devrait aller dans ce sens compte tenu des problèmes d'approvisionnement, de commercialisation, etc. au niveau du sud du pays.
La nécessité aussi de formation et de gestion en management d'une exploitation agricole. On a l'impression que c'est inné de gérer une exploitation agricole, mais ce n'est pas du tout évident, surtout quand vous êtes sur des surfaces de 50, 100, peut-être 200 hectares au niveau du sud du pays. Donc, il faut anticiper et former ces jeunes, notamment, j'insiste sur les jeunes agriculteurs, parce que c'est par eux que nous pouvons moderniser notre agriculture. Vous avez aussi un gros problème sur les travailleurs qualifiés, spécialisés, agricoles, où un gros déficit on a, y compris dans le nord du pays. Là aussi, il y a un programme à développer. Sur les aspects recherche aussi, il y a des choses à faire en matière de renforcement des structures qui existent au niveau du Sud, qui ont parfois été un petit peu lésées en termes de moyens, en termes de personnel. Je veux parler du CEDAS, de l'ITEDAS, des stations de recherche de l'INRA, enfin toutes les stations des instituts techniques dépendants du ministère de l'Agriculture qu'il faut redynamiser, renforcer en moyens humains et matériels et qu'elles puissent développer l'agriculture saharienne. Oui. Oui, fédérer et mutualiser aussi les connaissances. Là, on a besoin de travailler dans le cadre intersectoriel. Hein. Ce n'est pas dans le Sud qu'on va travailler verticalement. C'est strictement impossible. Il faut travailler à l'horizontale avec les secteurs impliqués dans la relance de cette agriculture. Mettre en place des réseaux d'appui conseil aussi, chargés de transférer les acquis de la recherche vers les exploitations agricoles et accompagner les petites et moyennes agricoles dans la réalisation de projets de mise en valeur. Promouvoir le développement à grande échelle des céréales et des protéagineux produits localement dans une perspective de réduire un peu les importations de maïs et de tout de soja. Je parle de l'orge, du triticale, du sorgho pour les céréales, mais aussi du pois, de la févrole, du lupin, de la luzerne pour les protéagineux. Et enfin, je termine là-dessus, promouvoir les investissements. Nous, on a dit dans le groupe qu'on n'avait pas vu vraiment d'investissement direct étranger dans l'agriculture dans le Sud et qu'on n'y croyait pas beaucoup. Par contre, dans le secteur aval et amont de l'agriculture, oui, il y a des investissements très importants qui peuvent être faits. Je cite quelques exemples, le stockage en sec pour les céréales, la chaîne de froid, parce que le Sud, même en hiver, il vous faut une chaîne de froid, tout ce qui est mise en marché, commercialisation, valorisation, première transformation et aussi plateforme logistique. Je n'ai pas parlé d'exportation parce qu'il fallait que je sois concis, mais là aussi, il y a un aspect très important, parce qu'il ne suffit pas de faire de la substitution d'importation, mais il faut aussi être plus offensif et aller vers les marchés extérieurs. Et on a des opportunités de produire des cultures de contre-saison, de primeurs, voire d'extra-primeurs. Il suffit juste de s'organiser en conséquence. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Idir. Merci d'avoir exposé un petit peu tout ce qui concerne le travail que vous avez fait dans le mémorandum, mais sur l'agriculture saharienne et la relance de l'agriculture. On s'excuse un petit peu pour les auditeurs et les gens qui étaient sur Facebook. On a un problème technique en ligne et c'est décevant. On n'est pas arrivé à le résoudre, mais soyez-en sûrs que vous allez recevoir la vidéo qui est enregistrée et tous les gens qui sont inscrits sur Facebook vont la recevoir. Alors, on continue donc le programme. Bon, c'est vrai qu'on a dépassé le temps imparti. L'intervenant, donc, M. Hadj Hanni, qui va intervenir. Alors, on lui donne 5 minutes hein, sur un petit peu le mémorandum et sur ce qu'a dit Idir Baïs. À vous, Hadj. Amin, j'aurais souhaité d'abord vous rapporter la communication de monsieur Soukhal pour laisser les panélistes intervenir l'un après l'autre de façon à ce que, non pas pour résumer, mais comme cela constitue en quelque sorte une
une forme de proposition en matière d'organisation système des exploitations et en même temps du secteur agricole, terminer en résumé, en quelque sorte, l'intervention que j'aurais à faire. Alors, si vous permettez, je vais vous donner un bref aperçu de ce que devait dire M. Soukhal, qui s'excuse d'ailleurs, étant donné son confinement avec toute sa famille, bien entendu. Et à partir de là, c'est une toute simple extrapolation qu'avait faite M. Edir, moi-même et M. Soukhal dans le mémorandum et qui rapporte brièvement, en quelque sorte, dans la partie fourragère et aliments de bétail, bien sûr, ce qui devait être dit au cours de ce webinaire. Alors, justement, il en tire toute l'importance de ces cultures fourragères intensives pour le moins, dans la mesure où elles se situent dans les zones sahariennes pour les productions animales algériennes. Là, évidemment, production animale, évidemment, tout ce qui peut être, évidemment, ravitaillé au nord et tout ce qui peut être exploité, évidemment, et alimenté au sud. Là, M. Soukhal nous dit que les productions animales représentent en volume et en valeur une part très importante puisqu'il s'agit de plus de 50% de l'économie agricole. Donc, vous voyez ce que ça représente en bonne partie dans le retour économique du secteur agricole. Elle joue donc un rôle très important en matière de santé publique, de par la qualité des nutriments nécessaires à l'alimentation humaine. Là, évidemment, on tire entre parenthèses le lait, les produits laitiers, les œufs, les viandes, les poissons, etc. Et cela engendre un nombre important d'emplois permanents dans les élevages, les industries annexes et les circuits commerciaux. Les circuits commerciaux d'approvisionnement et de distribution, bien entendu. Elle pèse malheureusement lourdement dans nos dépenses en devises pour l'importation de produits consommés en l'état. Et là, on se remet un petit peu à tout ce qu'avait rapporté au cours du résumé de M. Bessaoud, je crois dans une de ses interventions dans le programme de l'EMPAD. On avait en quelque sorte tiré justement ces sources qu'il avait rapportées en 2017 avec toute l'équipe et en même temps voir les sources officielles actuelles. Et pour dire que dans toutes ces dépenses en devises pour l'importation de produits consommés en l'état, des matières premières et intrants aussi, des animaux reproducteurs, du matériel, etc., représentant plus de 2 milliards de dollars US. À titre indicatif, nous importons en moyenne 300 000 tonnes de poudre de lait, 50 000 tonnes de viande et 4 millions de tonnes de maïs, 1,5 million de tonnes de tourteaux de soja. La production des viandes blanches et des œufs, par exemple, dépend totalement de maïs et soja importés. Le problème numéro 1 qui se pose aux productions animales est celui de l'alimentation. Il faut en effet produire d'abord des protéines végétales et des céréales pour nourrir les animaux qui nous produiront évidemment des protéines animales. Les pâturages naturels de montagne. Là, évidemment, nous aurons dans le prochain webinaire qu'organisera M. Benselman pour parler d'agriculture de montagne, tout ce qu'il y a à dire en matière de pâturage et en matière justement d'élevage. Les pâturages naturels de montagne ou stépiques sont très dégradés et n'arrivent même pas à satisfaire la moitié des besoins énergétiques en verre du cheptel existant. Les cultures fourragères pluviales sont très peu développées, comme en témoignent les surfaces agricoles utiles laissées en jachère.
les cultures fourragères en irrigué représentent une très faible proportion des productions végétales maraîchères et fruitières qui, elles, sont plus rentables. Il y a donc dans ce dur constat que l'Algérie du Nord n'est pas et ne sera pas en mesure, pendant plusieurs décennies, de produire tous les aliments fourragers et céréaliers nécessaires au bétail laitier et au bétail à viande. Seules les cultures intensives au Sahara pourront pour le moment compléter cet important déficit. Elles constitueront de garde-manger de sécurité pour le bétail du Nord, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, les années de sécheresse seront de plus en plus fréquentes, la pluviométrie en diminution, et nous devons absolument sécuriser l'alimentation du gros bétail. Dans les périmètres intensifs sahariens, il est recommandé d'opter, je ne sais pas si M. Bensemen avait envoyé un petit peu aux principaux intéressés le mémorandum pour qu'ils en tirent quelques idées, évidemment, qu'ils aient offrées ou bien dont ils nous feraient des observations. Parce que, en toute démocratie, nous aurions souhaité qu'à chaque fois, nos intervenants puissent, au cours de nos résumés ou bien de la réplique, nous disent, nous donnent leur avis tout au moins, et nous disent tout au moins s'ils sont d'accord ou pas, ou s'il y a quelque chose à corriger. Et il est évident que dans les périmètres intensifs sahariens, il est recommandé d'opter pour des exploitations spécialisées en culture fourragère, avec assolement en légumineuses, luzerne, les graminées, maïs, sorgho, triticale et orge, avec intégration à une usine d'aliments de bétail locale pour déshydrater ces fourrages et en faire des aliments complets en granulés afin d'approvisionner les cheptels laitiers et à viande qui se trouvent au nord de l'Algérie. Ces usines de déshydratation ne doivent pas être calquées sur le modèle technologique de pays tempérés, mais s'adapter au Sahara en utilisant des panneaux thermovoltaïques qui sont des panneaux solaires hybrides qui produisent 3 fois plus de chaleur que d'électricité. L'intégration technico-économique de l'usine d'aliments de bétail, UAB, avec les cultures fourragères est très importante, car c'est l'UAB, c'est-à-dire l'usine d'aliments de bétail, qui pilotera les phases de culture et de récolte pour le fonctionnement rationnel de l'usine. Étant entendu que c'est l'usine qui sera équipée en gros matériel de fauche et de transport de l'exploitation à l'usine. Il y a lieu d'opérer toute une reconversion de l'industrie des aliments de bétail qui doit passer du stade de broyeur à grains importés à celui de mélange et d'agglomération de fourrage déshydraté produit en Algérie et donc de créer une nouvelle filière agricole. Compte tenu des lourds investissements à réaliser, les opérateurs économiques doivent être sécurisés sur plusieurs années quant à la commercialisation rentable de leurs produits, d'où la nécessité d'établir à l'avance des contrats type pluriannuels interprofessionnels entre agriculteurs et UAB, entre UAB et éleveurs, à travers les laiteries et les abattoirs industriels, contrats à valider par les pouvoirs publics en cas de subvention ou d'avantages financiers et fiscaux. Donc, les investisseurs potentiels, j'en parlerai bien entendu tout à l'heure quand j'aurai à discuter du mode d'organisation justement de l'investissement à proprement parler. Les investisseurs potentiels dans cette filière agro-industrielle fourragère sont constitués par les importateurs et les fabricants d'aliments de bétail publics en APE et privés. Les laiteries qui importent de grandes quantités de lait en poudre et qui doivent mettre un programme d'aide aux éleveurs, dont la majorité, 80%, est en hors sol, et leur fournissant des aliments fourragers, c'est le cas du groupe Giplé et des laiteries privées, des laitiers privés, Souman, Hodna, Tinley, etc. Les abattoirs industriels en viande rouge et en viande blanche.
les nouveaux opérateurs pour le produit lait, pour les produits de lait, de viande, de poisson et aquaculture, etc. Les cultures intensives sahariennes doivent être l'occasion de revoir entièrement notre organisation en matière de recherche agronomique et zootechnique et en matière de formation professionnelle. La reconversion de notre industrie des aliments de bétail doit être accompagnée par d'importants travaux de recherche et d'expérimentation sur les cultures fourragères les plus performantes, la sélection des semences, les itinéraires techniques de culture, de récolte, de séchage et de conservation en incluant les coûts de production. Recherche sur les formules alimentaires les plus adaptées par les différents types d'animaux. La recommandation de Philahaïnov de regrouper nos instituts de recherche en un seul pour le Sahara permettra certainement d'aller plus vite pour la résolution des problèmes techniques en suspens. En matière de formation, nous saluons la création pour l'université de Ouargla, pour l'université la création par l'université de Ouargla de l'École nationale supérieure d'agronomie. Nous recommandons que cette école soit spécialisée pour le perfectionnement pendant une année des ingénieurs agronomes et hydrauliciens déjà formés et qu'elle soit dotée d'une ferme pédagogique et expérimentale de plusieurs milliers d'hectares où la formation pratique des ingénieurs sera aussi importante que la formation théorique. Cette ferme sera également un excellent laboratoire pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui doivent être en connexion avec les opérateurs, agriculteurs et agro-industriels. Cette agriculture intensive saharienne ne peut être que d'un haut niveau technique avec un encadrement très qualifié à tous les niveaux et une viabilité économique, sinon ce sera d'avance un échec. L'eau d'irrigation de l'Albien étant une eau fossile, cette exploitation durera-t-elle 30 ans, se pose-t-il la question, 50 ans, un siècle ou moins. Comme elle n'est pas durable, nous devons dès à présent réfléchir à l'après-albien, en ciblant les travaux de la recherche scientifique sur le dessalement de l'eau de mer avec l'énergie solaire, la sécurité de notre approvisionnement en eau en est la première de toutes les sécurités. C'est cette agriculture intensive saharienne qui devra mobiliser de gros moyens techniques, scientifiques et financiers, qui aura certainement un effet d'entraînement pour la restructuration et la modernisation de toute l'agriculture algérienne. Voilà, en grosso modo, le résumé que devait nous apporter que devait communiquer M. Soukhal. Il reste bien entendu, après les arguments, les observations que vous en tirez, nous essaierons d'accommoder évidemment ce qu'il a dit avec ce qu'a rapporté M. Baïs dans cette relance qui doit comprendre non seulement la contribution de tous, mais aussi une interprofessionnalisation. C'est au niveau des secteurs entreprenants, à savoir les ressources en eau, les travaux publics et un encadrement d'autres secteurs comme celui du commerce et des transports. Voilà donc ce que devait dire M. Soukhal. J'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse, évidemment, au fur et à mesure que nos participants nous transmettent par écrit ou bien à travers nos panélistes ce qu'ils auront à compléter en la demeure. Et je vous remercie.